C'est une histoire vraiment difficile car vous voyez les conditions de vie dans lesquelles, selon la police, 6 enfants, dont un bébé de 2 mois, vivaient enfermés dans un box de stockage. Leurs parents ont été retrouvés endormis dans leur voiture devant le box. Et maintenant, ils font face à de graves accusations. Combien ce couple recevait apparemment en prestation de sécurité sociale et ce que la mère a eu à dire pour sa défense lors d'une audience au tribunal très émotive. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il n'est pas facile de regarder les images que je vais vous montrer. Des images d'un box de stockage dans lequel, selon la police, 6 enfants, dont un bébé, ont vécu pendant des semaines. La police a été appelée dans ce complexe de stockage à 1h30 du matin mardi 16 septembre dernier. Un bruit d'enfants qui pleuraient a été entendu dans une des unités. La police de Milwaukee a annoncé avoir découvert des enfants vivant dans une unité de stockage lors de son ouverture. Et les âges de ces enfants 9, 7, 5, 3, 2 ans, et le bébé n'avait que 2 mois. La police affirme que l'odeur était putride. Sur cette photo, on voit un canapé d'angle, un matelas, des couvertures, mais pas de drap. La police affirme que la porte laissait passer la seule lumière par ses interstices. Il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, aucun moyen d'appeler à l'aide en cas de problème, ce qui me ramène à penser à ce bébé de 2 mois. Voici l'autre photo diffusée par la police d'un seau au centre de cette unité de stockage. C'est apparemment ce que ces 6 enfants utilisaient pour aller aux toilettes. La police a commencé à rechercher ceux qui ont enfermé ces enfants dans une unité de stockage conçue pour stocker des biens, pas pour héberger des personnes, surtout des enfants. Et à l'extérieur, ils ont trouvé une Ford Expedition et à l'intérieur, ils dormaient avec leur chien. La police affirme qu'il s'agissait des parents des 6 enfants. Charles Duprist, 33 ans, et Asia Zelinski, 26 ans. Une plainte pénale examinée par WIS-NTV. Franchement, ça vous brise le cœur quand on entend ce que ces enfants auraient raconté aux enquêteurs. L'enfant de 5 ans a déclaré à la police qu'on avait demandé aux enfants de rester silencieux dans l'unité. Le garçon de 9 ans a déclaré devoir s'occuper de ses 5 frères et sœurs et avoir faim. Il a dit que ses parents buvaient et que, quand ils étaient ivres, ils devaient s'occuper de tous. Une autre enfant a dit qu'elle était contrariée que le chien puisse dormir dans la voiture alors qu'elle et ses frères et sœurs étaient enfermés dans l'appartement. Les procureurs ont souligné l'espace disponible dans la voiture où un enfant aurait pu tenir, plutôt que d'être prétendument enfermé dans un box de stockage. Ce n'est pas que cela aurait vraiment amélioré la situation, ou que ce serait un endroit approprié pour qu'un enfant dorme. Maintenant, lorsqu'on a demandé à une des enfants comment elle se sentait lorsque le box de stockage était fermé à clé, elle a répondu, je cite, triste. Le garçon de 9 ans aurait également déclaré que lui et les autres enfants recevaient, je cite, des corrections de leur père Duprist. Ses parents auraient déclaré à la police que leurs enfants dormaient dans ce box depuis 6 semaines. Le père a déclaré que les enfants dormaient là 3 fois par semaine et il a admis qu'ils auraient pu trouver un endroit chez de la famille ou des amis pour que les enfants puissent se taler. Mais à la place, ils auraient décidé que le box de stockage était ce qu'ils allaient faire. En plus des conditions sales et potentiellement dangereuses dans lesquelles les enfants vivaient, la police affirme avoir également trouvé une arme chargée dans la console centrale du SUV dans lequel Charles et Asia dormaient. Asia a affirmé que l'arme lui appartenait, mais que Charles l'avait touchée. Les 2 parents sont accusés de 6 chefs de négligence envers des enfants et Charles fait aussi face à une accusation de possession illégale d'armes à feu en tant que criminel condamné. En consultant les dossiers du tribunal, nous avons appris qu'en 2010, Charles a été condamné pour agression sexuelle au 3e degré dans le comté d'Iswaukee, au nord de Milwaukee, Wisconsin. Actuellement, tous les enfants sont pris en charge par la protection de l'enfance. Duprist et Zelensky, ils font face à ces accusations graves. Et voici une partie de ce à quoi ressemblait la première comparution de la mère devant le tribunal, selon WISN. Nous avons vos enfants qui déclarent qu'ils n'avaient pas de nourriture, que la seule nourriture qu'ils trouvaient venait des ordures. On voit qu'elle était très émue lors de cette apparition, avec des propos forts et sincères du procureur. Elle et Duprist ont déclaré être sans abri, forcés de vivre ainsi après avoir été expulsés d'un refuge à Milwaukee. Mais ce refuge conteste ces affirmations. J'y reviendrai dans un instant. Nous avons découvert que Zelensky restait très active sur les réseaux sociaux, ce qui prouve qu'elle avait un téléphone même sans abri. Voici une publication du 5 septembre où elle indique être à 1 mois de son accouchement. On ignore depuis quand Duprist, Zelensky et ses enfants étaient considérés sans abri. Les procureurs disent que ce couple reçoit environ 2 000 par mois en prestations de sécurité sociale.
Le couple a de nouveau affirmé avoir été expulsé d'un refuge à Milwaukee. Mais cette organisation a dit à WTMJ-TV qu'un logement permanent avait été trouvé pour cette famille à leur départ du refuge. Mais maintenant, ils apprennent que la famille n'est en fait jamais allée dans ce logement. Ils contestent donc l'affirmation selon laquelle cette famille a été expulsée du refuge, ainsi que l'affirmation selon laquelle cette famille n'avait nulle part où aller. Ils ont également déclaré qu'il y avait plusieurs familles qui aidaient cette famille et leurs enfants. Le Milwaukee Journal Sentinel indique que Duprist est un délinquant sexuel enregistré, ce qui a peut-être empêché la famille d'accéder à certains refuges. Pour ce reportage, nous avons cherché à en apprendre plus sur ce couple et leur lieu de vie antérieur, afin de reconstituer comment ils auraient fini par, prétendument, avoir leurs enfants dans cette unité de stockage à Milwaukee. Nous avons découvert qu'ils avaient une ancienne adresse répertoriée sur truthfinder.com. Mais encore une fois, il n'est pas clair quand ils ont quitté cette adresse, ni quelles circonstances ont conduit à ce qu'ils soient, soi-disant, sans abri. Pour parler de cette affaire, nous recevons maintenant Marion Braccia, professeur de droit à l'Université Temple. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je connais les photos de l'unité de stockage et son intérieur. C'est difficile pour quiconque de regarder ces images et de penser aux enfants qui auraient vécu là-bas. Mais du point de vue du procureur, qu'est-ce que vous recherchez maintenant pour construire un dossier contre ces deux parents? Oui, je pense que les photos, vous savez, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et donc, le fait qu'il y ait des preuves visuelles qui ont été documentées sur l'état du box de stockage, sa taille, ce que les enfants étaient censés utiliser en termes d'hygiène et de sanitaire, je pense que ces photos seront des éléments de preuve visuelle très puissants pour permettre à un enquêteur de décider comment ces enfants étaient traités, comment on s'attendait à ce qu'ils survivent. Et je pense que les autres observations, les observations très évocatrices des agents des forces de l'ordre qui ont trouvé les enfants, seront également des éléments de preuve très convaincants et très puissants. C'est choquant non seulement par les 6 enfants, mais aussi par la diversité d'âge, dès 9 ans. Et il semblait qu'il était chargé de s'occuper de tous ses frères et sœurs. Mais il y a un bébé de 2 mois qui a été retrouvé dans cette unité de stockage, d'après ce qu'ils disent. Je sais que les lois diffèrent selon les États. Ici, c'est le Wisconsin. Mais une personne de 9 ans reste vulnérable, même si c'est très différent d'un bébé de 2 mois. J'imagine comment les chefs d'accusation diffèrent-ils selon la tranche d'âge qu'on voit dans cette affaire. Oui, il y a des circonstances aggravantes. Je crois que 2 chefs d'accusation pour chaque prévenu ont été aggravés et requalifiés à un niveau supérieur à cause de l'âge des enfants. Donc, généralement, je sais qu'en Pennsylvanie, c'est habituellement en dessous de 7 ans. Dans certains États, je crois qu'au Wisconsin, l'aggravation s'applique, si vous voulez, lorsque la victime enfant ou le témoin plaignant a moins de 6 ans. Je pense qu'il y avait au moins 2 enfants de moins de 6 ans, dont un bébé de 2 mois. Et donc, cela est considéré comme une infraction plus grave de négliger ou d'abuser d'un enfant de moins de 6 ans en raison de sa vulnérabilité, de son apparente incapacité à se défendre. Ces 2 chefs d'accusation, d'après la plainte pénale, ont été retenus contre chaque prévenu. Comment l'aggravation d'une accusation influence-t-elle la peine encourue? Cela pourrait augmenter la peine car avec l'aggravation de l'accusation, cela signifie qu'il y a une plus grande exposition. Cela signifie qu'il y a une période d'incarcération ou de surveillance plus longue qu'un juge pourrait imposer, qu'il y a une période plus longue de punition à laquelle chaque prévenu serait éligible. Et ce couple, ils ont dit qu'ils étaient sans abri. Et le sans-abrisme est un problème dans beaucoup de villes. C'est un problème à Milwaukee, à Philadelphie, à Atlanta, partout où vous allez, vous savez. Et les gens, vous savez, ils ont des enfants et ils essaient en sorte de faire de leur mieux dans beaucoup de cas. En général, lorsqu'on poursuit un crime comme celui-ci, en sachant qu'ils étaient sans abri, qu'est-ce que vous examinez? Je suppose dans quelle mesure est-ce qu'il y a parfois une certaine indulgence qui vient avec ça, en comprenant que quelqu'un n'a peut-être pas les mêmes ressources que d'autres, comme une maison. Absolument. Et je pense que l'empathie et la compassion ne sont pas absentes. J'espère qu'elles ne le sont pas pour les procureurs dans cette affaire. Je pense qu'ils examineront toutes les circonstances
Ils vont examiner quelles options de logement étaient disponibles pour cette famille, quels services sociaux leur ont été proposés, quels avantages ou services ils ont utilisés et dont ils ont profité. Je pense que le fait qu'ils aient déjà été dans un refuge auparavant et qu'un logement ait été organisé pour eux sera un facteur important que les procureurs prendront en compte. Et l'argument des procureurs sera que ce n'était pas une famille ou que ce n'étaient pas des personnes responsables qui n'avaient pas d'autres options, d'autres endroits où aller ou d'autres structures où leurs enfants pouvaient vivre et s'épanouir, mais qu'il s'agissait d'un choix délibéré des parents, des accusés dans cette affaire, de soumettre leurs enfants aux conditions de vie qui ont été constatées par les forces de l'ordre. Parce qu'il y a une partie de cette histoire où, vous savez, ils sont sans abri et évidemment, c'est un problème majeur à travers tout le pays à bien des égards. Même dans le microcosme de la situation, quand les enfants ont été retrouvés, les parents étaient dans la voiture avec un chien. Même les procureurs ont reconnu lors de l'audience qu'il y avait de la place dans la voiture. Et encore une fois, je ne sais pas si cela aurait vraiment amélioré la situation. On ne veut pas qu'un enfant dorme dans une voiture, mais comment cet élément pourrait-il contredire la défense? Ils étaient sans abri. Ils n'avaient nulle part d'où aller. C'est vrai. Et je pense que le fait que le chien était dans la voiture avec les parents, je peux déjà entendre l'argument du procureur qui dirait que, vous savez, la vie d'un animal ou le confort et le bien-être d'un animal ont été prioritaires par rapport à leurs 6 enfants. Mais je pense quand même que cela jouera un rôle, au moins pour le bébé de 2 mois. Pourquoi le bébé de 2 mois n'était-il pas emmailloté et tenu dans les bras de ses parents? Pourquoi le bébé de 2 mois a-t-il été confié à la garde et à la responsabilité des autres frères et sœurs mineurs? Donc, je pense que le fait qu'il n'y ait même pas un parent physiquement présent dans le même établissement, dans le même environnement que les enfants, va être un élément important. Le fait que les parents aient choisi de s'offrir des logements séparés, si vous voulez, et qu'ils aient choisi de rester avec le chien au lieu peut-être de placer le chien ailleurs ou de confier le chien à d'autres personnes pour s'en occuper. Je pense que ce sont des faits qui ne vont pas donner une bonne image des choix des défendeurs dans cette affaire. Je pense aussi aux accusations qu'ils affrontent, notamment Charles ici, accusé de négligence envers un enfant pour 6 ans. Et il est indiqué, entre parenthèses, aucun préjudice chez un enfant de moins de 6 ans ou en situation de handicap, ce qui semble être un crime de classe 1 dans le Wisconsin. Je comprends que beaucoup observent de loin, surtout en pensant à un bébé de 2 mois dans ces conditions. Il y a un seau que ces enfants utilisaient prétendument pour aller aux toilettes. Je veux dire, ça semble presque abusif de garder un enfant enfermé dans un box de stockage comme celui-ci. Quelle est la différence légalement entre quelqu'un qui fait face à une accusation de négligence et quelqu'un qui fait face à une accusation de maltraitance? Je crois que la différence tient à l'intention. La négligence implique qu'il y a simplement eu une conduite négligente, qu'il y a eu une absence, qu'il y a un manque de soins attendus d'un parent, d'un tuteur ou de quelqu'un ayant un rôle de soignant et que ces soutiens raisonnables et ce niveau de soins que nous, en tant que société, attendrions qu'on accorde aux enfants faisait défaut dans ce cas. Et dans les cas de maltraitance, on examine généralement un élément d'intention, une intention spécifique de causer ou d'infliger un préjudice corporel ou de faire quelque chose aux dames, et un acte conscient qui priverait un enfant ou un autre être de ce dont ils ont besoin pour survivre. Et donc, je pense que dans ce cas, il pourrait y avoir un argument sur les deux plans, à la fois pour la maltraitance et la négligence, parce qu'une décision consciente a été prise. Les procureurs soutiendront de placer ces enfants dans cette unité de stockage dans ces circonstances, sans les installations et les autres éléments que nous attendrions pour la sécurité et le bien-être des enfants. Et il y a eu une décision consciente de priver les enfants de ces avantages. Je pense que les procureurs pourraient s'appuyer là-dessus pour accuser de maltraitance. Une autre partie de cela aussi qui me frappe, c'est que c'était verrouillé, qu'il y avait quelque chose qui était fermé.
Ce n'était pas un garage ouvert d'où un enfant aurait pu sortir, ce qui n'aurait pas vraiment amélioré la situation. S'agissant des arguments possibles des procureurs, je sais que dans d'autres affaires de captivité, la question porte souvent sur la porte verrouillée et la possibilité de sortir. Des avocats de la défense s'y sont opposés. Contre cela, dans ce cas, il n'y avait aucun moyen pour ces enfants de sortir, et c'est l'été, je crois, à Milwaukee aussi, où il fait vraiment chaud. À quel point cet aspect peut-il être crucial pour l'argumentation du procureur? Je pense aussi que c'est un fait très important. Et oui, il fait chaud. Oui, c'est Milwaukee, mais aussi en cas d'urgence, il n'y avait aucun moyen pour les enfants de joindre leurs parents. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'appeler leurs parents. Je crois même que l'aîné des enfants a décrit que la seule lumière qui entrait venait des fissures au bas de la porte de garage du box de stockage. C'est donc vraiment une situation dangereuse et effrayante pour les enfants. Et je pense que tous ces éléments seront des faits que l'accusation va vraiment mettre en avant pour prouver son dossier. Vous savez, dans les installations de garde-meubles, ce ne sont pas vraiment des endroits très fréquentés où les gens passent régulièrement. Mais il paraît qu'ils sont restés ici pendant plusieurs semaines, d'après ce qu'ont dit les parents. Quand il s'agit de savoir si quelqu'un a vu quelque chose, et je ne sais pas si c'est le cas, mais je veux dire en ce qui concerne une autre personne qui pourrait être poursuivie, comment se fait-il que ces enfants soient restés dans ce garde-meuble pendant plusieurs semaines sans que personne ne les voie? Je suppose quel type d'enquête pourrait être menée pour essayer de déterminer si quelqu'un pourrait, d'une certaine manière, être complice aux yeux de la loi, étant donné que cela a duré aussi longtemps. D'accord. Eh bien, j'espère que les enquêteurs examinent l'ensemble du site, l'emplacement physique où se trouve le garde-meuble. Y a-t-il des caméras de surveillance ou un accès par carte magnétique? Qui peut accéder à la propriété ou approcher les unités de stockage? Quelles informations la direction avait-elle ou aurait-elle dû avoir sur les locataires et sur l'utilisation réelle des unités? Quel accès les propriétaires de l'unité ou les locataires de l'unité avaient à l'unité? À quel moment et pour combien de temps? Donc, je pense que ce sont toutes des questions que les enquêteurs peuvent poser à l'établissement lui-même pour déterminer qui savait quoi ou qui aurait dû ou aurait pu savoir quoi et qui aurait pu ou aurait dû faire quelque chose pour venir en aide à ces enfants si en fait il y avait des informations disponibles pour d'autres personnes qui pourraient être considérées comme des personnes tenues de signaler obligatoirement. Et je sais que les enfants sont maintenant sous la garde d'une organisation de services sociaux dans le Wisconsin. À quoi ressemble l'avenir pour eux, pour les enfants dans ce genre de cas où ils sont maintenant sous la garde de l'État? Eh bien, je pense qu'il y a autant de résultats différents issus de notre système de famille d'accueil et de nos services sociaux qu'il y a d'enfants dans le système, malheureusement. Je pense que les choses pourraient vraiment très bien se passer pour eux et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne se terminent pas aussi bien. Donc, je pense que avant tout, l'accusation devra réfléchir à quel témoignage, le cas échéant, elle exigera des enfants impliqués dans cette affaire, car dans une certaine mesure, les agents des forces de l'ordre qui ont, pour ainsi dire, surveillé le box de stockage, qui ont fait les observations, ne peuvent témoigner que dans une certaine limite. Ils ne peuvent témoigner que des conditions observées ce jour-là lors de la découverte des enfants. Mais en ce qui concerne les expériences à long terme des enfants à l'intérieur de ce box de stockage, à quoi ressemblait leur journée, comment ils allaient aux toilettes, comment ils prenaient soin les uns des autres, comment ils se sentaient lorsqu'ils étaient enfermés dans ce box. Ce sont des faits et des éléments de témoignage qui ne peuvent vraiment venir que des enfants eux-mêmes, ceux qui ont vécu cette expérience. Et puis, bien sûr, Chris, on pourrait avoir une conversation beaucoup plus longue sur le traumatisme que cela peut causer aux enfants de devoir témoigner contre leurs parents et de devoir vivre cette expérience au tribunal. Et puis, il y a aussi les batailles juridiques pour déterminer quels enfants seraient considérés comme aptes à témoigner, l'expérience d'être contre-interrogé, l'expérience de devoir affronter son propre parent au tribunal. C'est donc une situation vraiment triste et décourageante pour toutes les personnes concernées, mais surtout pour les enfants qui ont été découverts. Cela m'amène à la suite. Il semble que nous ayons entendu la version de l'accusation. Vous savez, il semble qu'au moins lors de l'audience de la mère, elle était en larmes, prenant conscience apparemment de ce dont elle était accusée.
C'est vraiment une situation terrible. Quelle serait la défense dans une affaire comme celle-ci, où il semble que, je veux dire, ils ont les photos, ils ont des enfants qui ont dit qu'ils n'aimaient pas la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comment, en tant qu'avocat de la défense, quelle est la meilleure approche à adopter dans une affaire comme celle-ci? Eh bien, je pense que la défense s'appuierait sur le fait qu'ils essayaient de garder leur famille unie, d'essayer de garder leurs enfants ensemble, qu'ils essayaient de les protéger et de les garder sous contrôle, si vous voulez. Ils les gardaient tous au même endroit. Ils les maintenaient dans une unité verrouillée afin que les enfants ne puissent pas s'éloigner et que personne d'autre ne puisse avoir accès à eux ou leur faire du mal. Je sais, Chris, tu es parent, tout comme moi, et imaginez enfermer un enfant dans un box de stockage, surtout un bébé de 2 mois, sans adulte, sans superviseur, sans personne pour s'en occuper, c'est impensable, c'est inimaginable. Mais je pense que la défense, dans ce cas, serait ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, à savoir que ses parents faisaient de leur mieux compte tenu des circonstances auxquelles ils étaient confrontés, avec les moyens dont ils disposaient et qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour être près de leurs enfants, pour les protéger et pour leur offrir un toit de la seule manière qu'ils pouvaient ou qu'ils savaient faire. Qu'il s'agisse d'une défense plausible ou inspirant, la sympathie dépendra de la personne chargée d'établir les faits. Oui, absolument. Parce que je pense qu'en particulier, en tant que parent, une fois que tu as un bébé de 2 mois, tu te rends compte à quel point un bébé de 2 mois est petit et vulnérable, ce qui rend cette histoire d'autant plus marquante. Quelle est la probabilité que ces parents, je veux dire, puisqu'ils font face à ces accusations, s'ils étaient reconnus coupables, qu'ils aillent en prison? Eh bien, je pense que la prison ou toute peine d'emprisonnement dépendrait bien sûr du juge. Cela dépendrait des circonstances d'un verdict de culpabilité, que ce soit dans le cadre d'un accord négocié ou après un procès, que ce soit un procès devant un juge seul ou devant un jury. Et je pense que les directives de condamnation du Wisconsin entreront en jeu et que tout antécédent, tout casier judiciaire ou toute condamnation antérieure de l'un ou l'autre des accusés sera pris en compte pour déterminer à quoi ils pourraient potentiellement être exposés. Donc, à ce stade, il n'y a vraiment aucun moyen de le savoir tant que nous n'aurons pas une décision finale dans cette affaire et tant que le juge n'aura pas un dossier plus complet sur chaque accusé pour montrer leur passé criminel s'il y en a eu un. Très bien, nous verrons la suite. Marie et Bracha, c'est un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'avoir évoqué cette histoire triste avec nous. Merci Chris, merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois